Bonjour, moi c'est Elise Lola. Je voyage en Europe et même au-delà, mais toujours au guidon de moto formidable. Je vous emmène dans mon échappée. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. L'échappée du jour aura lieu dans une nouvelle destination, mais surtout avec une nouvelle moto. Donc la direction de la Provence par une fraîche journée de janvier où je vais vous raconter ma première sortie avec ma toute nouvelle 750 Super Sport de 1995. Bonjour, bonjour! Nous sommes dimanche 30 janvier, il est 9h30. Le thermomètre annonce péniblement 2 degrés et la question du matin c'est: est-ce que la 750 va démarrer? Après avoir passé la nuit chez ma copine Timaya, que vous connaissez sans doute sous le nom d'Amazon Rider, je vous mets quelques photos d'elle par ici et le lien vers son compte Instagram en barre de description. Nous partons en balade avec ma petite nouvelle. Quand Timaya m'a demandé où je voulais aller, et comme à chaque fois qu'elle me pose la question et que je suis chez elle, la réponse est invariablement la même: la route des Crêtes entre La Ciotat et Cassis et le col de l'Espigoulier. Voilà, grosso modo, c'est mon but ultime. Donc le premier challenge a été de démarrer la moto qui, comme je vous le rappelle, avait très peu roulé ces derniers temps. Il fait horriblement froid, le temps est magnifique, mais comme souvent en hiver quand il fait très froid, eh bien il gelait, il avait bien gelé. Bon, c'est le moment de vérité, on en a déjà une qui a démarré, la moto de Timaya. Mais alors là, à mon avis, ça va se compliquer. Allez, on croise les doigts. Allez. Allez. Ça va être très compliqué. Et je pense que la batterie n'avait pas vraiment apprécié de dormir dehors. Bon, on tente un sauvetage de la batterie. C'est la première hypothèse. J'espère que ce n'est que ça. Et un démarrage un peu accompagné, je prends 2 minutes pour connecter ma connexion pour mon équipement chauffant, ma connexion Kais que j'avais pris le soin de prendre avec moi. Donc j'avais préparé un câble de connexion qui se branche directement sur la moto puisque celle-ci n'est pas équipée, n'était pas encore équipée à ce moment-là d'un branchement Optimate. Donc je branche ça directement, c'est hyper facile, la batterie étant très accessible, ça me prend 2 minutes, je dévisse les cosses, je glisse la connectique, je rebranche les vis et voilà, je fais glisser le câble sous le réservoir, je le fais sortir au niveau de la selle et je n'ai plus qu'à brancher la veste pour être entièrement chauffante. Il fait 2 degrés, donc autant vous dire que j'ai largement apprécié d'avoir le chauffage et pour une autre raison qu'on nous verrons également plus tard. Nous prenons donc la route assez tôt avec Timaya et son papa pour aller rejoindre dans un premier temps un premier couple d'amis à Tretz. Retour en arrière où je vais vous expliquer comment je me retrouve à Aix-en-Provence au guidon d'une moto que je ne connais pas. Depuis 4 ou 5 ans, j'étais propriétaire d'une 848 Evo Corset, je vous mets une photo ici, avec laquelle j'avais très peu roulé. Principalement pour des raisons de confort. En effet, je vous en avais parlé, je crois, dans ma dernière vidéo ou celle d'avant. J'ai d'assez gros problèmes de dos et d'épaule accessoirement, qui font que je ne peux pas forcément rouler sur une sportive et à plus forte raison sur une sportive aussi rigide que la 848.
Il y a vraiment une grosse différence entre une sportive, je dirais japonaise par exemple, qui va quand même être sensiblement plus confortable que la 848. Celle que j'avais était équipée d'une suspension Öhlins et vraiment c'était super rigide. Alors concrètement, elle était faite pour aller sur piste, donc ça se justifiait complètement. Les Ducati sont quand même plutôt connus pour être des motos rigides, mais alors là, on était au paroxysme de la chose. En plus, je roule majoritairement, enfin surtout à l'époque, je roulais majoritairement en Dordogne, où les routes sont quand même loin d'être des circuits. Donc j'ai très peu roulé avec cette moto-là. Alors quand moi je dis très peu roulé, je pense qu'en 4 ans, j'avais fait 10 000 km avec. Ce qui est très peu parce que c'est à peu près ce que je fais avec la GT. Je dois faire 10-15 000 avec la GT par an, 10 000 avec la monoposto. Et le reste, ça se divise en 2-3 000 km avec la 848 et avec la Sport Classic S qui est tout aussi inconfortable. Mais que je garde parce que j'ai un amour tout particulier pour les sports classiques. Donc comme je vous disais, autant j'adorais cette moto d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de son comportement, de l'équilibre de la moto, autant vous dire qu'elle m'en a fait sacrément baver. Et donc j'ai décidé de la mettre en vente. Mais je n'étais pas la seule qui adorait cette moto et un de mes amis, Kevin, en était tout aussi amoureux et depuis des années il me disait le jour où tu la vends pense à moi, le jour où tu la vends pense à moi, le jour où tu la vends pense à moi. Alors concrètement, j'ai des motos un petit peu particulières et le nombre de personnes qui me disent le jour où tu vends ta Sport Classique pense à moi, le jour où tu vends ta 848 pense à moi, il y en a pléthore et c'est normal, je le comprends. Le problème c'est que le jour où tu mets vraiment en vente ton véhicule, ben ça correspond pas toujours au projet des personnes, c'est pas forcément le bon moment, etc. etc. Et là le hasard a bien fait les choses puisque au moment où j'ai mis la 848 en vente, eh bien Kevin était sur le point de s'acheter une moto sportive, donc il s'est fait le plaisir de s'acheter ma petite beauté. Il vit dans le sud-est, un petit peu au nord d'Aix-en-Provence et je me suis dit que ce serait la bonne occasion de le voir, donc je lui ai proposé de la lui livrer, de la mettre sur remorque et de la lui amener. On se met d'accord avec Kevin très facilement, il me réserve la moto. On essaie de synchroniser nos plannings, mais on se rend compte qu'avec les fêtes de fin d'année, etc., le début de l'année, côté boulot, etc., ça va être très compliqué pour moi de venir début janvier, de la lui amener très rapidement. Donc on décide que je la lui livrerai un mois plus tard, c'est-à-dire dernier week-end de janvier 2022. Nous sommes vendredi 28-29 janvier, je ne sais plus exactement. Et je prends la route direction la Drôme, Pont Saint-Esprit plus exactement, pour aller livrer ma 848 que j'ai vendue à un ami. Donc voilà. Pas spécialement prévu de me racheter une autre moto, sachant que comme je vous le disais, j'avais les 3 sports classiques, je venais juste de craquer sur la 500 CB Four, elle non plus n'était pas du tout prévue au programme. Donc voilà, je cherchais pas spécialement une autre moto. Et puis, au gré de mes pérégrinations sur le Bon Coin, je me suis retrouvée complètement par hasard à regarder les super sports à carbu. Alors, ne me dites pas que vous ne faites pas ça. Je pense qu'on est très nombreux à traîner sur le Bon Coin, à regarder les ventes de motos, alors même qu'on ne souhaite pas du tout en acheter une. D'ailleurs, dites-moi si vous vous êtes déjà fait piéger comme ça, à vous retrouver à acheter une moto, alors que ce n'était pas au programme. Bref, je tombe sous le charme de cette 750 à carbu. Et je me dis qu'au final, c'est une bonne alternative pour garder une sportive dans mon garage, tout en ayant un minimum de confort parce que je vous rappelle qu'à l'époque, la 750 Super Sport n'était pas le modèle le plus sportif de la gamme des Ducati, c'était la 888 et la 851 avant elle. Donc la 750 était considérée comme une GT Sport au même titre qu'un VFR par exemple ou un ZZR. Bref, dès les photos, j'étais déjà dingue de son look, malgré son phare de Renault 18, même si je me dis que concrètement, j'aurais préféré la 900. Je contacte le propriétaire et il est très clair sur le fait que la moto n'est pas dans un état concours, qu'elle n'a pas vraiment roulé depuis un certain temps, enfin en tout cas pour autre chose que pour aller chercher du pain. C'est-à-dire qu'il la prend pour faire vraiment des toutes petites distances. Il m'explique qu'il a plein d'autres motos dans le garage et également que la moto est trop petite pour lui. Il fait plus d'1,90 m. Et maintenant, avec le recul, je m'imagine à quel point ça devait être dur de le caler sur un si petit gabarit de moto. Il me confirme qu'elle est parfaitement fonctionnelle, mais avec des détails esthétiques à revoir. Il accepte de me la garder le temps de venir livrer la 848, et c'est comme ça que me voilà partie à l'autre bout de la France pour aller déposer une moto chez Kevin,
et en récupérer une autre que je n'ai jamais vue. Il s'écoule à peu près un mois donc entre le moment où je me mets d'accord avec le propriétaire et le moment où je vais la chercher, et autant vous dire que pendant un mois j'ai le temps de me poser des questions. Alors concrètement, pas forcément me poser des questions sur le fait d'acheter une moto à distance. On va dire que c'est un peu ma spécialité. Surtout que j'avais été très claire sur le fait que je ne la prendrais pas si elle ne correspondait pas au descriptif. Ça me pose aucun problème de faire autant de kilomètres et de dire non à la personne, plutôt que de dire oui pour faire plaisir et de me retrouver avec une moto pleine de problèmes et en qui j'ai pas confiance une fois que je suis chez moi. Bien sûr, ça n'empêche pas de se tromper au niveau d'un achat, et puis des fois la personne peut vous vendre une moto en toute bonne foi et qu'au final on ait des problèmes avec après, mais voilà, si je la sens pas, je prends pas. D'ailleurs, j'étais allée en voir une autre qui n'était pas très loin de chez moi. Vraiment, elle ne m'avait pas paru du tout en bon état. Quand bien même elle soit qu'à 1 heure de route, je ne l'avais pas prise. Ce n'était pas ça ma problématique, c'était plutôt sur le fait d'avoir choisi un 750 plutôt qu'une 900. On va être clair, c'est une moto que j'avais pas prévu d'acheter, j'avais pas spécialement un budget prédéterminé. Oui, j'aurais préféré une 900, mais c'était nettement moins abordable. Et comme j'étais pas sûre d'aimer cette moto, je voulais pas trop investir non plus. Donc oui, acheter des motos à l'autre bout de la France sans les avoir vues, c'est un peu ma spécialité. Si vous cherchez une moto très particulière, un modèle très particulier, plutôt rare, bah, je vous dirais que c'est quasiment indispensable. Alors autant vous dire que moi qui n'achète quasiment que des sports classiques, bah, c'est systématique, à chaque fois c'est minimum à 500 km. Et d'ailleurs, ce qui est super drôle, c'est que ma toute première monoposto, que j'ai achetée en 2013, je crois, ou 2014, ou 2012, non 2013, je l'ai achetée à 5 km du village où j'ai acheté du village où j'ai acheté la Super Sport. Donc c'est hyper drôle. Et d'ailleurs, la GT que j'ai acheté il y a 4 ans, je l'avais acheté à peine 1 heure de route de là. Donc voilà, j'ai un bon feeling avec les motos avec les motos aux alentours d'Aix-en-Provence. Non, blague à part, c'est pas vrai. La Sport Classique S vient de Lille, la 848 venait de Montlhéry, et la deuxième Sport Classique monoposto que j'ai, j'étais allée la chercher à Paris. Donc voilà, il y en avait un petit peu partout. Mais pour le coup, c'était plutôt la cylindrée qui m'inquiétait. Est-ce que la 750 allait être suffisante? Alors, comme je vous disais, je ne suis pas une pilote, mais j'avais un souvenir un petit peu bof de ma première Super Sport, qui était une 620 à injection. C'était ma toute première moto, mais elle manquait vraiment d'allonge. Alors, je n'ai pas un souvenir de la moto sur toute ma période d'apprentissage, c'est-à-dire que ça a été une excellente première moto, très exigeante, qui m'a appris à être assez rigoureuse dans mes tracés et dans mes trajectoires. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai eu la Sport Classique, le moteur en comparaison, ça manquait vraiment d'allonge. Et j'avais peur de me retrouver sur la même problématique. Donc j'avais lu pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, bien sûr, les groupes Facebook, etc. Et tout le monde s'accordait à dire que le 750 était un moteur très joueur, et beaucoup plus souple que le 900. Donc à voir sur le descriptif qu'on en avait fait, allait s'accorder avec ce que j'allais pouvoir constater sur place. Le jour J, je la récupère chez le proprio qui est super sympa. Il m'a fait faire les joints spi parce qu'en la sortant il s'était rendu compte qu'il sointait alors qu'on n'en avait même pas parlé, donc j'ai trouvé ça cool. Je fais un petit tour avec la moto, tout m'a l'air correct. Effectivement, elle n'est pas aussi propre que je le souhaiterais en termes de peinture, mais par contre pour tout le reste, ça m'a l'air carré. Donc me voilà propriétaire de la 750 pour mon plus grand bonheur. Décidément, avec la 500 CB que j'ai achetée donc quelques jours plus tôt, 2022 aura été pour moi l'année des motos à carburateur, ce qui est une grande nouveauté. Nous nous engageons dans la Sainte-Baume pour prendre la direction du Castellet où nous retrouvons Fabien, alias Vibration, avec son 750 éléphant Cagiva. Le point de rendez-vous est donné juste à côté du circuit du Castellet, dans une boulangerie qui apparemment est le point de rencontre de tous les motards du coin. Je suis super étonnée car à Bordeaux, mis à part à la piste d'accélération le samedi soir, nous n'avons pas d'endroit similaire.
On se retrouve avec plaisir, on se présente nos nouvelles motos. Je n'avais jamais vu la Cagiva de Fabien, forcément il n'avait pas vu la mienne non plus. On prend des nouvelles, on s'achète de quoi pique-niquer et nous prenons la route. Notre équipe repart donc direction La Ciotat. La toute première route que nous prenons en partant du Castellet est une vraie merveille. Alors je ne suis pas capable là de vous citer la route très précisément, mais vous retrouverez le roadbook de cette journée dans le carnet de bord comme à chaque fois, et je vais essayer de vous indiquer également le nom de la route juste ici. C'est exactement le genre de route que j'adore, sinueuse mais pas trop, en excellent état, large mais pas trop, pas de virage piégeux, pas d'épingle qui referme, pas trop rapide non plus, c'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir en roulant sur des rythmes tout à fait raisonnables, 90, 80, 90, c'est très très agréable. Je passe un excellent moment. Il est quasiment midi, le temps se réchauffe et la route aussi, et c'est un plaisir de voir à quel point la 750 est agile et joueuse. C'est la première fois que je fais un peu de route avec une moto à carbu, et comme on me l'avait dit, c'est assez différent d'une injection. Alors, pas une différence phénoménale, mais effectivement il y a un petit je ne sais quoi qui fait que la moto à carbu est super attachante. Ça répond un chouïa moins vite que l'injection, c'est-à-dire que quand je mets les gaz, il y a un micro temps de réaction, ce qui fait que derrière on a un petit coup de pied au cul qui est hyper drôle. Et en plus le deuxième avantage, c'est que sur la 750, ce coup de pied au cul, on va dire, est largement maîtrisé, pas de quoi me faire peur. C'est juste, ça me donne juste envie de rire, et je pense que si vous aviez eu l'occasion de voir ma tête sous le casque, vous auriez vu un énorme sourire affiché sur mon visage. Le petit côté sportif avec le buste penché en avant, les jambes très repliées. Alors comme je vous l'ai déjà dit, je suis très grande, j'ai des très grandes jambes, mais on est sur des jambes qui sont une position de jambe qui est quasiment aussi exigeante que sur la 848 à peu près. Le train avant est beaucoup moins dur que sur la Superbike. Alors bien sûr il est aussi nettement moins précis, mais en général on a les défauts de ses qualités, n'est-ce pas? Le seul point noir, et que je n'ai pas encore réussi à améliorer, c'est que l'embrayage est vraiment très très dur. Pourtant je roule en embrayage à sec depuis très longtemps, mais alors celui-là il me donne vraiment du fil à retordre. Je pense d'ailleurs que cette année je vais changer le récepteur d'embrayage pour mettre un diamètre plus gros. C'est ce que j'ai fait sur la GT qui avait aussi un embrayage très dur, et ça a considérablement amélioré la chose, donc je pense que c'est une modification que je vais faire pour cette année. La route se poursuit donc sans encombre, à bon rythme, dynamique, mais sans prendre de risques, exactement ce que j'aime. Take me down to the waterside, let me drown in your blue-green eyes. Take away all my plans today. Some lovely souls on your skin. My love, I'm in love with the souls on your skin. The souls, I'm in love with the souls. À l'arrivée à La Ciotat, nous pouvons emprunter la route des Crêtes qui est ouverte. En effet, cette route est régulièrement fermée à cause du vent, et c'est d'ailleurs ce qui avait été le cas la première fois que j'y avais été, et j'avais été grandement déçue. Nous l'avons prise donc dans le sens La Ciotat-Cassis, et comme à chaque fois, elle tient ses promesses. Des points de vue époustouflants et pour un bitume grosso modo correct. Alors bien sûr on n'est pas du tout là pour se taper des chronos, il y a quand même pas mal de monde en ce dimanche et la route est très étroite, mais bon, je n'ai aucune envie d'avoir le nez dans le guidon, je préfère profiter du paysage. Dive in with me, let's take this love so deep. You and the sea is all I'll ever need. Dive in with me, let's take this love so deep. Nous décidons
de nous arrêter pour faire un pique-nique et profiter du point de vue. C'est un peu notre lieu d'arrêt incontournable avec Timaya. On y fait une pause à chaque fois qu'on passe dans le coin. Il est à peu près midi et il fait vraiment très beau, à tel point qu'on pique-nique en t-shirt avec vue sur mer. My love, I'm in love with the salt on your skin, with the salt. I'm in love with the salt on your skin, where you been? My love, I'm in love with the salt. Petite pause sur la route des Crêtes. On a pique-niqué ici, il fait super bon. Incroyable. Il fait une vingtaine de degrés, soit à peu près 18 degrés de plus que quand nous sommes partis le matin. De quoi en perdre son latin. C'est là que je suis bien contente d'avoir pris mon équipement chauffant pour cette journée avec des écarts de température aussi énormes. Les gants sont beaucoup plus fins, alors je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais ils sont vraiment beaucoup plus fins que les gants d'hiver que j'avais jusqu'à présent. Et je suis en t-shirt sous la veste chauffante, et donc je n'ai pas de pull, j'ai pas de doublure, etc. Donc quand nous repartons, il me suffit de ne pas rebrancher l'équipement et je suis très confortable malgré le gros écart de température et une météo qui est carrément printanière. Donc la route en ce début d'après-midi, direction le deuxième but de cette journée, à savoir le col de l'Espigoulier. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine, and you have got my head. Malheureusement, nous rencontrons quelques difficultés sur la route car il y a une course cycliste qui vient contrecarrer le roadbook de Fabien. Donc nous faisons quelques demi-tours et là je vois à quel point le rayon de braquage de la Super Sport n'a rien d'idyllique. Mais bon, je suis plutôt maniable à l'arrêt. Je ne suis pas sûre que ce soit le modèle qu'il faille adapter, mais je pense que vous n'aviez pas besoin de moi pour savoir ça. Donc après quelques allers-retours et une pause pour attendre que la caravane passe, nous voilà enfin arrivés au pied de la montée de l'Espigoulier. Walking to the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort. Je me dis que c'est une excellente occasion de tester les ressources de ma petite nouvelle. Je double le papa de Timaya et je me lance à la poursuite de Fabien et Timaya qui ont déjà un petit peu pris le large. Bientôt et c'est avec grand plaisir que je vois nos motos danser ensemble dans ces virages. Jusqu'au moment où Monsieur Fabien prend la décision de couper à travers bois, il est vraiment intenable. Le col de l'Espigoulier, ça fait vraiment partie des endroits que j'adore et qui sont dans mon top des routes à sensations. Sans vouloir dire de bêtises, je crois même qu'il y a une course de côte qui est organisée là-bas tous les ans, vous me confirmerez ou pas. Et pour moi c'est un très bon indicateur sur le tracé. Ça tourne, ça vire, le bitume est d'une qualité impeccable et surtout plus on monte et plus les panoramas sont magnifiques. Alors bien sûr comme dans tous les plus beaux spots c'est très fréquenté, mais alors franchement je ne pensais pas autant. En effet j'y étais allée au mois de mai de l'année d'avant avec Timaya, mais c'était en semaine et du coup on s'était retrouvées toutes les deux seules au sommet. J'aurais aimé à nouveau faire une pause en haut pour admirer le paysage, mais alors là impossible de garer une moto. On se serait cru pire que sur un embouteillage, la rocade d'un vendredi soir, c'était assez étonnant. Donc nous avons décidé de passer notre chemin et de nous arrêter juste un tout petit peu plus loin. Fabien va gentiment me prêter sa Cagiva, histoire qu'on compare les moteurs parce qu'a priori, j'en suis pas certaine, mais elles ont le même moteur les deux motos. Enfin en tout cas c'est deux blocs de 750 à carbu des mêmes années.
Donc on va voir comment ça se comporte. Alors d'échanger nos motos qui sont censées avoir le même moteur. Et c'est parti pour essayer la 750 éléphants. Sur l'autre versant de l'Espigoulier dans la descente. C'est pas ce que je préfère honnêtement. Alors soyons clairs, s'il me restait le moindre doute sur l'achat de la Super Sport, cet essai a fini de me convaincre. Je ne suis vraiment pas faite pour rouler sur des vieux trails. Alors déjà la position est vraiment loin de mes standards. Le pire c'est que c'est bien plus confortable, mais vraiment je m'en sortais pas. C'est-à-dire que le guidon pour moi était trop haut, trop près. Et surtout le pire c'est les suspensions qui sont terriblement souples. Pour en avoir discuté, je pense que c'est assez général à tous les trails de cette époque-là, des années 80-90, mais on est aux antipodes des motos que j'ai l'habitude de conduire, donc je dois vous avouer que ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir. Et puis le freinage était très aléatoire et c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je ne suis pas habituée, même si j'ai tendance à dire que les sports classiques ne freinent pas très bien, le freinage est quand même déjà d'un très bon niveau et rarement je me sens prise à défaut. Bref, je me demande comment il fait pour rouler aussi vite avec une telle moto. Autre chose surprenante, nos moteurs n'ont vraiment rien à voir, à tel point que je doute du fait que ce soit les mêmes. Autant celui de la SS est vif et joueur, autant celui de la Cagiva est beaucoup plus rond et beaucoup plus souple. Alors c'est ma façon diplomatique de dire qu'elle était sacrément molle. Je ne sais pas si c'est dû à la moto en elle-même ou si c'est parce qu'il y avait des choses différentes, peut-être sur la... enfin je sais pas. Mais en tout cas, même si c'est la même architecture moteur, absolument rien à voir. Bref, au premier stop, je me précipite pour la Lurante. Elle a beau être magnifique, ce ne sera vraiment pas pour moi. Et je retrouve avec plaisir ma nouvelle petite moto et je me dis que j'ai vraiment bien fait de craquer pour sa petite bouille attachante. C'est une moto avec un tarif très maîtrisé et une partie cycle digne de celle qu'on peut attendre des Ducati de cette époque-là. En clair, ce n'est pas un tréteau comme les sports classiques. Et en plus, vous n'aurez même pas besoin de vous ruiner pour ajouter ce morceau d'histoire de la marque italienne à votre garage. La mienne a environ 30 000 km et de mémoire, je l'ai payée aux environs de 4 200 € je crois. Ce que je trouve très raisonnable vu le plaisir qu'elle me procure. La journée se termine ainsi. Nous nous séparons quelques kilomètres après et nous prenons la route du retour chez Timaya. La nuit tombe vers 17 h, le temps redevient glacial, il est temps pour moi de rallumer le chauffage sur mon équipement. Et c'est ainsi que finit cette nouvelle échappée. J'espère que vous aurez eu du plaisir à m'accompagner sur cette balade et pourquoi pas, peut-être vous aurais-je donné envie d'aller rouler vers le col de l'Espigoulier ou encore de vous acheter une Super Sport. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me dire si vous seriez capable d'acheter une moto à l'autre bout de la France sans jamais l'avoir vue. Peut-être l'avez-vous déjà fait. La lecture de vos messages toujours gentils et bienveillants est pour moi le plus grand plaisir que j'ai à faire des vidéos. Donc je vous remercie de votre présence, toujours plus nombreux et nombreuses. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog, où cette fois-ci nous prendrons la route des Bardenas avec la 1000 GT. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses échappées. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun vlog voyage, à commenter et à partager pour soutenir cette chaîne. À bientôt!